Troisième partie de cette émission, Outibal Koumaba, avocat au barreau de Paris et consultant dans la gestion de conflits. Djemal Taleb, éditorialiste, et Jean-François Akandi-Kombe, également éditorialiste à Africa 24, nous accompagnent depuis le début de cette émission. On passe tout de suite au grand temps. L'insécurité continue de gangréner la Somalie. La Somalie en guerre depuis la chute du président Siad Barre en 1991. Pays confronté également au terrorisme avec Al-Shabaab. Al-Shabaab qui ont essuyé depuis 2011 une série de défaites militaires, mais qui en réalité contrôlent encore de vastes zones du territoire à partir desquelles ils lancent des actions de guérilla et des attentats comme celui du 14 octobre 2017 perpétré à Mogadiscio et qui a fait au moins 300 morts, et aujourd'hui la capitale en porte toujours les stigmates. Aïssatou Bari. L'attentat survenu le 14 octobre 2017 dans la ville somalienne Mogadiscio a changé la vie de milliers de personnes. C'est le cas de Nadifo Ahmed qui a perdu son mari dans l'explosion. Elle vit aujourd'hui sans soutien dans une cabane en tôle où elle peine à subvenir aux besoins de ses enfants. Notre famille vit une situation très difficile parce que nous ne pouvons pas payer les factures et nous ne recevons aucun soutien. Parfois, un membre de ma famille peut m'envoyer de l'argent, mais cela ne peut pas combler les lacunes de la famille. Nous ne pouvons pas nous permettre de payer les frais de scolarité et les médicaments pour nos enfants. Les victimes du double attentat, le plus meurtrier jamais survenu dans le pays, subissent encore les répliques du bombardement. Beaucoup d'entre eux peinent à reconstruire leur vie et à faire face au traumatisme de l'attaque. Ali Mohamed a subi de graves brûlures et a perdu sa femme dans l'explosion. Comme vous pouvez le voir, j'ai été grièvement blessé à la tête. Je ne peux pas supporter un son de moteur en marche, de coups de feu. Je ne peux dormir que si je prends des somnifères et parfois je reste debout jusqu'au matin. La population somalienne subit régulièrement des attaques du groupe djihadiste Al-Shabaab, et ce malgré les efforts du gouvernement pour éradiquer le terrorisme. Un monument commémoratif a été construit dans la capitale en mémoire des victimes. Donc les habitants de la capitale profondément meurtris, ils tentent de se reconstruire bien sûr, et donc comme notre journaliste l'évoquait en fin de reportage, et Al-Shabaab sont pourtant annoncés comme étant affaiblis depuis quelques années, en repli sur le terrain à la suite notamment du soutien de l'armée américaine, mais en réalité les islamistes somaliens sont donc loin d'être affaiblis, M. Koumaba. Moi, je pense qu'ils sont quand même affaiblis. En fait, le problème de la Somalie, comme vous l'avez souligné au début, vous savez, avec le renversement de Siad Barre en 1991, ensuite, le pays n'avait pas de gouvernement. Ils ont vécu en fait dans une situation pendant une dizaine d'années sans gouvernement. C'est pendant cette période que s'est développé d'abord en fait des chefs de guerre, des clans en fait qui ont été remplacés à partir de 2005 avec l'émergence d'Al-Qaïda. Donc tout ça a été englobé. Aujourd'hui, bien sûr, on essaye de construire l'État. On a mis en place un gouvernement qui fonctionne. Et par rapport à ce qui était au début, les El-Shabaab contrôlaient en fait la capitale Mogadiscio. Or qu'aujourd'hui, en fait, depuis 2011, comme vous l'avez souligné, il y a comment on appelle un repli. Les attentats montrent en fait, de mon point de vue, justement que parce qu'ils sont très affaiblis. Donc du coup, est-ce que les autorités ne sont pas un peu ne se sont pas avancées un peu rapidement en parlant de repli des El-Shabaab? Ce n'est pas avancé parce que pour moi, je pense quasiment, il n'y a pas une semaine sans qu'on parle d'un attentat. Mais justement, quand ils mènent des attentats, c'est parce qu'ils ne peuvent plus en fait, mener des opérations d'envergure militaire, dont ils sont obligés en fait, de recourir à des attentats de suicide par donc voitures piégées. Oui, voitures piégées, c'est passé. À la fois, en fait, ils sont organisés, mais ils n'ont plus en fait, les moyens de pouvoir en fait, mener une guerre conventionnelle comme cela se faisait avant. Oui. Jean-François Akandi-Kombe.
Quand je regarde ce reportage, il est d'abord poignant. Et il y a quelque chose qui, chez moi, est de l'ordre de l'incompréhension. On parle des Al-Shabaab, mais les Al-Shabaab, c'est la branche islamiste. Et les islamistes, c'est une organisation, enfin plusieurs organisations à visée politique. Ils cherchent à conquérir le pouvoir, ils cherchent à exercer le pouvoir dans ce pays. Et le pays qu'ils sont en train de détruire, et les personnes qui sont en train de détruire, ce sont en principe les gens qui voudraient représenter demain. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'incompréhension pour moi là-dedans. Maintenant, il y a un point sur lequel, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, sur lequel je voudrais insister un tout petit peu, enfin m'arrêter un tout petit peu, c'est celui des victimes de ces attentats. Le sort des victimes de ces attentats, c'est vrai qu'on nous a montré dans le reportage que des mesures avaient été prises par le gouvernement, par exemple le fait d'ériger un monument, mais ça c'est une satisfaction symbolique. Le pays, ce que je vais dire là, je tiens compte du fait que le pays n'est pas suffisamment stable pour pouvoir entreprendre cela, mais le cas n'est pas seulement dans ce pays-là, dans toute l'Afrique, on ne s'occupe pas des victimes du terrorisme. Pour la suite. On est ici dans un pays où il y a eu quelques attentats, des attentats qui étaient des attentats mineurs par rapport à ce qui s'est passé là, la rue de Rennes, etc., et qui ont déclenché une réaction avec SOS Attentats. On a légiféré, on a mis en place un fonds d'indemnisation des victimes des attentats, on a mis en place des dispositifs de suivi médical ou de suivi psychologique, on a mis en place des systèmes, tout un tas de systèmes, mais on aurait intérêt en Afrique, mais pas encore dans ce pays, parce que le pays n'est pas encore stabilisé. Mais on aurait intérêt en Afrique à concevoir la lutte contre le terrorisme aussi dans cette dimension-là, qui est une dimension humaine nécessaire, parce que ces personnes-là n'ont pas été atteintes à raison d'elles-mêmes, parce qu'on les visait, elles. En fait, c'était une action contre l'État et contre la collectivité. Et donc, c'est un élément, c'est sur cet élément-là que je voulais m'arrêter un instant. Vous avez raison, en fait, de souligner sur cet aspect-là. En fait, pour moi, c'est un aspect qui doit intervenir en fait dans la phase post-conflictuelle, dans la consolidation, en fait, dans la reconstruction en fait de l'État. Or que dans la situation en fait de la Somalie, comme vous l'avez souligné, la situation est assez fragile et cette fragilité fait que en fait tous les services publics sont complètement désorganisés et dépassés, voire même en fait inexistant. Donc dans ces cadres-là, c'est difficile justement de pouvoir mettre en place une stratégie pour s'occuper en fait des victimes du conflit. C'est pour ça que je disais que je raisonnais pour l'Afrique dans son ensemble et pas seulement pour ce pays. Jemal Taleb. Quand ce pays a connu la chute de Siad Barre en 1991, tous les démocrates se réjouissaient de la fin d'un dictateur. On ne savait pas que plus de 20 ans après, on allait avoir ça. Et donc la situation actuelle, évidemment, fait réfléchir tout le monde à ce qui s'est passé. On a eu la lâcheté des pays occidentaux, le spectacle insupportable des Américains, personne ne l'a oublié, l'impuissance des pays voisins, en dépit en tout cas d'une intention un peu plus exprimée de la part de l'Éthiopie, mais aussi un peu du Kenya, mais enfin ils sont impuissants. Et puis de la faiblesse évidente de l'Union africaine et de son incapacité à elle encore à trouver des solutions. Mais enfin, elle n'est même pas outillée, ni armée, ni faite pour ça. Il ne faut pas tellement lui en vouloir. Il n'y a pas un Somalie, il y en a deux. Il y a un Somalie qui n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a une partition d'une partie du territoire qui ont créé le Somaliland où il n'y a pratiquement pas de problème, il n'y a pas de guerre civile. Mais enfin, elle correspond à quoi? Elle correspond à une réalité ethnique, sociologiquement différente, et tout le reste ne va pas bien. Ce qu'on appelle le gouvernement somalien contrôle quoi? Une partie de Mogadiscio, même pas. Ce qui nous fait réfléchir à la situation aujourd'hui du continent africain. Nous avons 3 grandes régions d'instabilité aujourd'hui liées au terrorisme. Le Sahel, qui m'est très cher et très proche, la Corne de l'Afrique, donc, où il y a la Somalie, et la situation de Boko Haram. Les deux font face à des États debout, existants, se défendent. Difficilement, mais se défendre. La région de la Somalie est la seule pour laquelle nous n'avons pas de visibilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement central, il n'y a pas de pays qui sont capables de s'imposer, et ce pays, la Somalie, ne contient pas de richesse particulière ni d'intérêt particulier pour que
Ceux qui peuvent demain espérer stopper la situation le font. Pour la Libye, tout le monde veut trouver une solution et on finira par l'avoir. On se demande pour la Somalie, ça va se passer comment? Et au-delà de ça, c'est ce que disait Jean-François, les victimes tous les jours. Mais la Somalie, ça a un intérêt stratégique en fait. Je pense que compte tenu du positionnement en fait géographique de la Somalie, du point de vue en fait géostratégique international, ça a un Djibouti le comble largement. Vous pensez en fait que les grandes puissances qui interviennent là-bas pour mener des opérations en fait militaires interviennent juste avant. Alors ceci dit, il est quand même question d'un éventuel retrait des Américains en Somalie. Mon problème justement, c'est qu'ils n'interviennent pas. Alors, voilà, et donc ça va même peut-être aussi, oui. J'ai mal évoqué tout à l'heure la configuration du terrorisme et je dirais même presque la répartition du terrorisme sur le continent africain dans ces grandes zones. Et moi, ma peur est que il se trouve que le terrorisme est combattu assez efficacement en Libye. Il y a des dispositifs de lutte. Pas efficacement, mais combattu quand même. Combattu. Il y a des dispositifs de lutte contre le terrorisme pour ce qui concerne le Sahel. S'agissant des Al-Shabaab, pas en Somalie, mais dans les pays alentours, il y a des dispositifs de cantonnement pour essayer de les cantonner. Et moi, ma peur, c'est que précisément, il y a une zone molle là au milieu, qui est représentée par globalement les pays de la région des Grands Lacs, il n'y a pas de dispositif. Et vous avez là, ils sont pourchassés tout alentour, il y a un refuge tout à fait naturel qui se trouve ici au cœur de l'Afrique. Il faut y prêter attention ça vous avez pour l'avenir. Mais pour revenir à la Somalie, à la question de la Somalie, il y a un problème qui pour moi est un problème profond. Nous les juristes, nous disons toujours que l'État ne peut pas disparaître. Mais nous avons là, devant nous, l'exemple d'un État qui n'existe pas, qu'on appelle un État failli. Moi, je vais même jusqu'à dire que l'État n'existe pas. Et nous avons du mal, en fait, à le concevoir et donc à trouver les bonnes réponses. Bonnes réponses, parce qu'il faut tenir compte de cela. Les réponses que l'on trouve toujours, c'est en tenant compte du fait que l'État est toujours là. Même quand on dit l'État, c'est un État failli, l'État est toujours là. L'État est toujours là. Et donc, on se base sur cette fiction-là pour gérer des choses de la réalité. En fait, la difficulté par rapport à le problème particulier ce n'est pas en réalité le conflit comme en Somalie. Ça, vous l'avez souligné. En fait, on a quasiment les mêmes acteurs, le même mobile en fait, qui se fondent sur le mobile religieux, c'est-à-dire Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'était une structure. C'était une structure. Oui, mais ça, en fait, la difficulté par rapport à ça, puisqu'en fait, ils défendent la même idéologie. La difficulté, c'est de pouvoir lutter, en fait, simultanément dans toute la région qui va, en fait, en réalité, de la Somalie jusqu'au Sahel, vers, comment on appelle. C'est ça, tout ça. C'est la difficulté de pouvoir mener, en fait. Tout ça, cher monsieur, a un point de départ. Et le point de départ, c'est pas Al-Qaïda, ni l'État islamique. Oui, mais aujourd'hui, même si, en fait, c'est un point de départ, ça, je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas sur le fait que... Je finis juste. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que Al-Qaïda est né plus tard. Et donc le conflit a malheureusement précédé tout cela. Mais ça a dégénéré. Je finis. Il provient d'une situation interne aux États. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de conflit interne aux États, s'il n'y avait pas une situation d'instabilité interne, probablement que tout ce qui allait se greffer plus tard ne serait pas greffé. Si au Sahel on a eu le GSPC, c'est parce qu'on avait la guerre civile algérienne qui ne s'appelait pas GSPC, s'appelait une guerre civile. Venir s'ajouter à cela la guerre civile malienne, puis venir associer à ça les instabilités dans la région. Évidemment, après, c'est une espèce d'aimant qui appelle tous les djihadistes et tout le reste de la terre pour venir... Ce qui complexifie en fait la résolution même du conflit. Le conflit somalien est d'abord un conflit de guerre interne, de guerre civile interne à la Somalie. Ce qui a mis fin au pouvoir, oui, mais ce qui a mis fin au pouvoir du président Siad Barre, c'est une guerre civile interne à la Somalie. C'est-à-dire que si on a été capable dès le départ de prévenir et de régler cette situation, probablement on n'aurait pas eu ce qui s'est passé après. Vous pouvez aller sur l'Irak. L'origine de ce qui se passe en Irak, c'est d'abord une histoire de guerre extérieure menée à un pays. Donc, réglons les problèmes
problème en amont. Oui, mais en fait, justement, moi, je suis complètement d'accord avec l'analyse que vous êtes en train de faire, de dire que ce sont d'abord des problématiques en fait internes qui ont, comment on appelle, dégénéré. Mais justement, en fait, cette dégénérescence, c'est ça qui complexifie en fait la résolution dans la mesure où, si on prend par exemple le cas de la Somalie, j'ai souligné le fait que c'est du point de vue pour sa positionnement en fait, comme on appelle géostratégique. Donc on a en fait la mer, l'océan, comme on appelle l'océan Indien. L'océan Indien, ben, c'est une zone en fait marchande assez importante où en fait il y a des pirates qui se développent. En fait, toutes comment on appelle la mafia en fait internationale se développe. Et du coup, ça complexifie en fait comment on appelle la politique en fait des. Vous savez, la criminalité a cette intelligence de sentir toujours le ventre mou des États. Et donc, il occupe le terrain. Je vais prolonger ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que nous avons des fictions d'État et que nous nous basons sur des fictions pour essayer de régler la réalité. Pourquoi je dis cela? Je dis cela notamment en pensant, Djemal l'a évoqué tout à l'heure, l'impuissance de l'Union africaine, en pensant à nos organisations africaines. Peut-être qu'il arrive le temps où on devrait peut-être se dire qu'il y a une fiction, l'État n'existe plus. Tenons en compte pour réinstaurer un État. Et donc les organisations en question, qu'elles prennent leurs responsabilités et qu'elles soient même à la limite plus intrusives, à la fois pour apporter la sécurité, à la fois pour reconstituer les éléments de l'État, mais les organisations, ce sont des organisations réinstallées, etc. Alors, en fait, une dernière question, parce qu'on arrive au temps de... Les organisations, un mot juste, en fait, un mot. Attendez, je vais juste finir en 2 secondes. Oui, mais... Je finis en 2 secondes. Je dis cela en étant bien conscient que l'Union africaine aujourd'hui n'a pas la capacité ni opérationnelle, ni militaire, ni financière d'ailleurs, de le faire. Mais les Africains ont en général les moyens de pouvoir le faire si tant est qu'ils en ont la volonté. C'est pour ça que j'avance cette idée, peut-être qu'on aura l'occasion une prochaine fois de l'approfondir. Le problème en fait de pouvoir, comment on appelle, déléguer, comment on appelle les responsabilités, cette responsabilité-là au niveau des organisations régionales, ça je suis d'accord, mais à l'intérieur des organisations il y a des États, et quand on est à l'intérieur des États, ce sont des rapports de force, et ces rapports de force en fait, de toute façon une organisation transcontinentale telle que l'Union africaine n'est pas confrontée en fait à des, comment on appelle, des réalités au niveau local. En réalité, des structures telles que conférence des Grandes Lacs, conférence des Grandes Lacs, conférence des Grandes Lacs. Au terme de cette émission, tout à l'heure, j'ai parlé de voilà, la question d'un retrait des forces américaines en Somalie est posée. Un retrait de la MISOM, c'est un risque véritablement pour la Somalie. Peut-être Djemal Taleb... Non, il faut qu'on se dise les choses. Les armées occidentales sont toutes présentes, elles ne sont pas présentes pour la Somalie. Elles sont pas présentes pour sécuriser le commerce qui passe par les côtes de la Somalie. Elles sont présentes parce que la piraterie est un coût très important. Est-ce qu'il y a en même temps une volonté de regarder ce qui se passe et de contrôler? Sans aucun doute. Mais la première mission est celle-là. Si on veut pacifier un petit pays comme la Somalie, on en a largement les moyens. C'est-à-dire désarmer une dizaine ou des centaines de barbus du côté de la Somalie est tout à fait possible. Le problème, c'est que la lâcheté des États, la cupidité de leurs intérêts fait qu'ils ne sont pas prêts à sacrifier ni les moyens matériels, ni les moyens humains pour pacifier ce pays. Et ça, c'est le problème de tous les États. Et qu'ils le rationalisent au niveau de l'Union africaine, en fait, par exemple, en développant des doctrines qui sont des doctrines non pas offensives, mais qui sont des doctrines de négociation en laissant faire. En fait, des doctrines de négociation, la négociation, ça a toujours existé en fait en Afrique. C'est ça, en fait, le fondement même de l'Union, de l'OUA, en fait, c'était fondé sur comment on appelle les négociations. En revanche, pour moi, en fait, les organisations sous-régionales, comme la conférence des Grandes Lacs dont vous signez, qui a encore moins de moyens que l'Union africaine. Non, mais ils sont confrontés à la réalité en fait du terrain, donc ils peuvent mener des actions efficaces s'ils en ont le moyen. Merci beaucoup à
tous les trois pour vos explications. Outibal Koumaba, je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, également consultant dans la gestion de conflits. Merci également à nos éditorialistes Djemal Taleb et Jean-François Kondi-Kombé. Merci. Merci. Merci Zara. Merci à vous bien sûr. Bon week-end à tous. Merci. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve bien sûr lundi et nous parlerons donc de la problématique du logement social. Je vous retrouve donc lundi. Très bon week-end. Bonsoir. Bonsoir et merci.